Alors, salam alaikum, bonjour tout le monde dans cette nouvelle présentation live. Parce qu'on a déjà abordé certains troubles du milieu intérieur et on a commencé par l'hyponatrémie. Bien sûr, on doit traiter aujourd'hui et bien sûr, on doit continuer notre présentation et notre, bien sûr, travail sur l'autre côté. On a parlé des étiologies, du traitement, comment diagnostiquer et comment traiter une hyponatrémie. Bien sûr, on va pas passer à côté d'une hypernatrémie. Alors, on va traiter, bien sûr, et on va voir aujourd'hui comment diagnostiquer, comment réagir devant une hypernatrémie. Bien sûr, je vais attendre un nombre plus important pour commencer, bien sûr, pour que tout le monde se bénéficie de ce travail. Alors, je pense qu'on a 3 maintenant qui sont en train de nous voir. Et c'est très peu c'est très peu pour continuer. Hein. Alors, on attend d'autres. Voilà, très bien, excellent. Alors, vous êtes maintenant à 86. Bon, c'est déjà bien, c'est beaucoup bien. D'accord? Alors, l'hypernatrémie. Qu'est-ce que ça veut dire, hypernatrémie? L'hypernatrémie, c'est l'excès du sodium de le sang. Un bilan biologique, un bilan biologique biochimique, c'est la biochimie. Un ionogramme qui parle d'une natrémie plus de 145, ça s'appelle une hypernatrémie. D'accord? Alors, la dernière fois, on a parlé de l'osmolarité mesurée, calculée et tout. On a parlé d'une osmolarité élevée, d'une osmolarité basse. Et quand on parle d'une hyponatrémie, avec une hyposmolarité, ça s'appelle mesurée, ça s'appelle l'hyponatrémie vraie. Alors, quand on dit une hyponatrémie ou une hyposmolarité, ça veut dire directement une déshydratation. Quelle déshydratation? Non, ça s'appelle une hyperhydratation intracellulaire. Est-ce que c'est clair? Quand on parle une hypoosmolarité, d'accord, bien sûr, du milieu extracellulaire, ça veut dire systématiquement une hyperhydratation du milieu intracellulaire. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est clair parce que l'eau va passer du milieu où il y a bien sûr l'osmolarité basse vers où il y a l'osmolarité elle est élevée. C'est clair et net. Alors l'autre côté maintenant, et bien sûr après on va voir comment. Et de l'autre côté, quand on parle d'une hypernatrémie, ça veut dire systématiquement une hyperosmolarité. D'accord? Hyperosmolarité toujours sanguine. Hein. On parle toujours du milieu extracellulaire. C'est surtout le milieu au niveau vasculaire, c'est le sang. D'accord? Alors, une hypernatrémie, c'est l'équivalent, c'est-à-dire d'emblée une hyperosmolarité élevée. Et quand on dit une hyperosmolarité, extracellulaire bien sûr, ça veut dire directement une déshydratation intracellulaire. D'accord? Alors, une hyperosmolarité extracellulaire, ça veut dire une déshydratation intracellulaire, d'accord? Une hypoosmolarité extracellulaire, ça veut dire une hyperhydratation intracellulaire. Est-ce que c'est clair? C'est un mouvement simple d'eau, d'accord? Excellent. Alors, et parce que le sodium, c'est la molécule la plus importante dans le milieu extracellulaire, c'est pour cette raison qu'on dit que la natrémie, elle reflète la réhydratation du milieu intracellulaire. D'accord? Pourquoi? Parce qu'une élévation de la natrémie, ça veut dire une hyperosmolarité, ça veut dire une déshydratation du milieu intracellulaire. Une baisse du natrémie, d'accord? Avec, bien sûr, une baisse de l'osmolarité, ça veut dire une hyperhydratation du milieu intracellulaire. Je pense que c'est clair et efficace. Alors, une hypernatrémie, c'est l'équivalent de l'hyperosmolarité. Il n'y a pas une hypernatrémie avec une osmolarité basse ou osmolarité normale. D'accord? Toujours, l'hypernatrémie, elle est associée avec une osmolarité élevée. Je pense que c'est clair et net. Alors, une hypernatrémie, c'est une natrémie qui dépasse les 145 millimoles par litre. Parce qu'on est des réanimateurs, on part toujours des hypernatrémies sévères qui est élevé au égal à 100 plus E égale à 155 millimoles par litre. Voilà une hypernatrémie sévère. Ça veut dire d'emblée, toujours, et s'accompagne toujours d'une déshydratation intracellulaire. D'accord? Alors, pour diagnostiquer ce type-là pour diagnostiquer ce type-là, pour diagnostiquer l'étiologie pour
le diagnostic étiologique de cette hypernatrémie, on doit toujours faire l'osmole calculée ou la mesurer l'osmolarité urinaire. D'accord? Alors, on a deux mécanismes qui peuvent aboutir à une hypernatrémie. Soit une perte excessive en eau, d'accord? Soit un apport, d'accord, excessif, c'est simple, en sodium. D'accord? Est-ce que c'est clair? Je pense que c'est très simple. Je veux dire, soit une perte de l'eau, d'accord? Soit un apport du sodium, excessif du sodium. D'accord? Alors, si on parle d'une perte, la première situation, perte d'eau. La première situation, c'est perte d'eau. Cette perte d'eau, soit c'est une perte rénale, soit ce sont des pertes extra-rénales. D'accord? Alors, on commence toujours, bien sûr, par les pertes rénales. Hein. Les pertes rénales, qu'est-ce que ça veut dire, une perte rénale? Ça veut dire que le rein lui-même, il perd de l'eau, malgré que il ait besoin de l'eau, malgré que le corps humain il a besoin de l'eau. Le rein, malgré que le corps il est vide, il a besoin de l'eau, le rein il continue à excréter l'eau, bien sûr, et ça parce que il est malade. Le rein tout court, il est malade. Pourquoi il est malade? Il est malade soit par ce qu'on appelle diurèse osmotique. Hein. Quand on parle de diurèse osmotique, la diurèse osmotique, c'est quoi la diurèse osmotique? La diurèse osmotique, c'est l'existence des molécules dans le sang, d'accord, qui aboutir à appeler l'eau de l'intracellulaire vers le milieu extracellulaire, d'accord, ou bien vasculaire, et ces mêmes molécules, elles vont au niveau rénal et elle va ramener l'eau et bien sûr il va excréter l'eau, forcer la sécrétion de l'eau, d'accord? Et ça s'appelle une diurèse osmotique. Quelles sont ces molécules? Bien sûr, c'est le magnétol, c'est glycol, c'est les molécules osmotiquement actives qui exercent une osmolarité élevée. Et n'oubliez pas bien sûr une hyperglycémie, d'accord? Alors l'hyperglycémie et le magnétol, ils vont tout d'abord appeler l'eau du milieu intracellulaire vers le milieu extracellulaire et secondairement, ils vont, ils vont jeter ou ils vont forcer la sécrétion ou l'élimination de l'eau du milieu vasculaire vers l'extérieur, veut dire se forme urine. D'accord? C'est pour cette raison, ça s'appelle une diurèse osmotique. D'accord? Ça, c'est une perte rénale. D'accord? Parce que c'est le rein, sous la force de ces molécules, l'hyperglycémie, magnétol, glycol et tout, il excrète l'eau. D'accord? Sinon, il ne fait pas ça. D'accord? Alors, la deuxième pathologie qui touche le rein toujours, c'est ce qu'on appelle la diurèse aqueuse ou bien diabète insipide. Qu'est-ce que ça veut dire diabète insipide? Diabète insipide, vous connaissez tous l'ADH, l'hormone antidiurétique. Alors, cette hormone antidiurétique, qu'est-ce qu'il fait? Bien sûr, il est sécrété sous l'effet d'un changement de l'osmolarité sanguine. D'accord? Si l'osmolarité sanguine, elle augmente bien sûr. Qu'est-ce que de 1%? De 1%, ça stimule certains récepteurs spécifiques pour qu'elles sécrètent l'ADH à partir de l'hypothalamus. D'accord? Alors la sécrétion d'ADH, elle sert à quoi? Elle sert bien sûr à retenir l'eau parce que le corps il a besoin de l'eau. D'accord? Excellent. Alors le diabète insipide, c'est quoi? C'est l'absence, ça veut dire pas de ADH. C'est ça le diabète insipide. D'accord? Ça veut dire il y a un manque. Il y a un manque de sécrétion d'ADH. Soit le problème il est dans l'hypothalamus. Où on trouve la sécrétion de l'ADH, ou bien au niveau rénal, veut dire le rein, les récepteurs spécifiques de l'ADH sur le rein, ils ne fonctionnent pas. Et quand la sécrétion d'ADH, la sécrétion ou l'absence de sécrétion de l'ADH, parce que le problème il est au niveau de l'hypothalamus, ça s'appelle un diabète insipide central. D'accord? Et quand le problème il est au niveau rénal, veut dire il y a une sécrétion de cette hormone ADH. Par contre, le rein il ne répond pas à cette hormone. Ça s'appelle un diabète insipide néphrogénique. D'accord?
Est-ce que c'est clair? Je pense que c'est très, très, très clair. Est-ce que c'est clair, mes amis? Si quelque chose flou ou vous n'arrivez pas à comprendre, il suffit juste de poser les questions, d'accord? Et me signaler, bien sûr. Est-ce que c'est clair? Alors, le manque de l'ADH, pas de sécrétion d'ADH, pas d'ADH, ça s'appelle diabète insipide. Et parce que l'ADH, qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'il fait? Il retient l'eau, veut dire il freine la sécrétion de l'eau, sous forme bien sûr urine. Alors, pas d'ADH, alors le rein, il sécrète les urines sans contrôle, d'accord? Il n'y a pas de contrôle de l'eau, alors il y a une sécrétion de l'eau sous forme urine, alors le malade, il va tomber bien sûr dans une perte excessive de l'eau et bien sûr ça va tomber ultérieurement dans l'hypernatrémie. Est-ce que c'est clair? Je pense que oui, d'accord? Alors excellent. Alors maintenant j'ai une hypernatrémie. Comment je peux savoir? Est-ce que c'est diabète insipide? Est-ce que c'est néphrogénique? Est-ce que c'est le mannitol? Est-ce que c'est l'apport excessif? Est-ce que c'est veut dire c'est quoi le mécanisme pour que je puisse savoir exactement il est où le problème? D'accord? Bon, avant de ça, on parle à la deuxième situation. On a parlé d'une perte excessive de l'eau. Maintenant, on perd de l'apport excessif du sodium. Comme ça, pour qu'on... D'accord? Alors, apport excessif de sodium. Oh, apport excessif de sodium. Est-ce que c'est normal que quelqu'un consomme une quantité importante du sodium? Bon, je pense pas que ça c'est vrai. Par contre, certains enfants, et d'une manière non contrôlée et accidentelle, ils consomment une quantité importante du sodium. Ou bien on perfuse une quantité importante de sérum salé pour lutter contre une pour une hypotension. Ou bien on perfuse une quantité importante de bicarbonate de sodium, un bicarbonate de sodium, surtout en cas arrêt cardiaque. On administre une quantité importante de bicarbonate de sodium en cas arrêt cardiaque et on contrôle pas bien sûr notre natrémie, ou bien l'utilisation de bains, surtout au cours de dialyse, des bains de dialyse qui sont riches en sodium, d'accord? Alors, vous posez la question comment on perd comment on voit une consommation excessive? Oui, pour les enfants, il peut prendre à la limite 3 cuillères bien sûr du sel, mais bon, c'est pas vraiment le cas. Par contre, si on perfuse une quantité importante de sérum salé pour composer une durée importante, surtout chez les enfants, ou bien on utilise du sérum salé, du sérum bicarbonate hypertonique dans une situation dans la réanimation de l'arrêt cardiaque, utilisation d'un bain de dialyse riche en sodium, bien sûr, ça va apporter ou là ça va entraîner une hypernatrémie par un apport excessif du sodium. D'accord? Est-ce que c'est clair? Je pense que c'est clair. On revient juste en arrière. On a oublié apparemment une chose. Parce qu'ici, regarde, on a parlé ici d'une perte de l'eau, on a parlé juste des causes rénales, veut dire diabète insipide et diurèse aqueuse et diurèse osmotique. Et on n'a pas parlé bien sûr, des pertes extra-rénales. Bon, c'est clair que quand on parle des pertes extra-rénales, veut dire le rein, il retient l'eau. Voilà. Et quelles sont les pertes extra-rénales, bien sûr? En général, chez les malades en réanimation, peu de perfusion sérum salé parce que peut-être l'équipe ne travaille pas, ou bien un patient qui est très âgé, ou débile, ou comateux, ou bien l'imbibé, ou bien les malades qui n'ont pas l'accès à l'eau, les prisonniers et tout, ou bien chez les vieillards ou les âgés, ou bien sûr le centre de soif et n'est pas stimulé, alors le patient ne prend pas de l'eau, ou bien parce qu'il est comateux, débile et tout, alors il tombe dans ce qu'on appelle une perte excessive parce qu'il n'y a pas d'apport. Il n'y a pas d'apport. Quand on dit perte excessive d'eau, ou bien insuffisamment compensée, d'accord? Ou bien à l'hôpital, il peut s'agir bien sûr d'une perfusion intraveineuse bien sûr insuffisante, d'accord? Est-ce que c'est clair? J'espère que c'est très clair. Alors, on
Donc, on aura maintenant, devant une hypernatrémie, comment on doit se réfléchir. Alors, devant une hypernatrémie sur un bilan biologique ou là, sur un ionogramme sanguin, j'ai une natrémie à 160 par exemple. À ce moment-là, je dois bien sûr évaluer cliniquement mon malade. Hein. Et quand on dit évaluer cliniquement, évaluer quoi? Bien sûr, c'est évaluer le milieu extracellulaire. Veut dire le niveau de réhydratation du milieu extracellulaire, toujours et toujours cliniquement. D'accord? Alors, la première, j'ai trois situations. La première situation, j'ai un malade qui, bien sûr, qui est en hypernatrémie. Alors, systématiquement, il est en hyperosmolarité. D'accord? Alors, c'est une hyperosmolarité. D'accord? Alors, je vois maintenant mon malade cliniquement comment il est. Est-ce qu'il est déshydraté? Est-ce qu'il est déshydraté? C'est le milieu extracellulaire toujours. Hein. Est-ce qu'il est en euvolémie? Hein? C'est-à-dire ni déshydraté ni hyperhydraté. Ou bien sûr en hyperhydratation. Et les cas d'hydratation par malabsorption, c'est le canon. Bien sûr, c'est clair. C'est pas déshydratation par malabsorption veut dire un défaut d'apport ou bien insuffisamment compenser les pertes. D'accord? Alors, je vois les trois situations que j'ai déjà dit. Alors, mon malade, il est déshydraté. Milieu extracellulaire, regarde, hein, veut dire il a une déshydratation intracellulaire plus une déshydratation extracellulaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une déshydratation globale. D'accord? Une déshydratation globale. Alors, pour voir ou là pour chercher l'étiologie, qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire ou là jeter un coup d'œil sur l'ionogramme urinaire. Veut dire la natriurèse. D'accord? Alors, si la natriurèse, elle est plus de 20 millimoles, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le rein, il est responsable de la maladie. D'accord? Quand on dit le rein, il est responsable de la maladie, comment les urines, comment elle est? Mon malade, il a une déshydratation intracellulaire, d'accord? Une déshydratation extracellulaire. Et quand je vois mon natriurèse, je vois que le sodium extra, ou là le sodium ou là la natriurèse, ou là le sodium dans les urines, elle est plus de 20. Veut dire le rein, il est responsable d'une perte de sodium. Et une double déshydratation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un diurèse osmotique. D'accord? Veut dire que les molécules osmotiquement actives, on prend par exemple un exemple mannitol, ou bien hyperglycémie. Hein. L'hyperglycémie, dans le milieu extracellulaire, elle va entraîner une déshydratation intracellulaire, bien sûr, et ces mêmes molécules au niveau rénal, hein, elle va entraîner une sécrétion de l'eau, d'accord, sous forme de diurèse osmotique. Et bien sûr, on voit alors une déshydratation du milieu extracellulaire. Est-ce que c'est clair? J'espère que oui. Maintenant, si la natriurèse, elle est inférieure à 10 millimoles par litre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le rein, il est bien. Ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire que les pertes, bien sûr, sont extra-rénales. Ça veut dire une sueur importante, diarrhée, vomissement, sueur important ou la sueur excessive, ou bien chez les malades qui ont une dermatose, il y a bien sûr, il y a une sécrétion, comment dirais-je, les sécrétions cutanées s'appellent comment? Donc, les suintements, voilà, le suintement cutané, et bien sûr, c'est la zone touchée, elle est importante. Le suintement cutané va éliminer une quantité importante de l'eau. D'accord? Très bien. Alors maintenant, la deuxième situation. Mon malade, bien sûr, il a une déshydratation intracellulaire. Cliniquement, mon malade, il n'a pas une hypotension, il n'a pas de pli cutané. Cliniquement, il est bien. D'accord? Ça veut dire quoi? Il est en euvolémie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire toujours que je dois jeter un coup d'œil je dois toujours jeter un coup d'œil sur les urines, hein, sur la natrémie urinaire, sur la natriurèse, d'accord? Alors si la natriurèse elle est plus de 20 ou bien inférieure à 10, si elle est plus de 20, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai un malade qui est en intracellulaire, hein, il est vide, par contre en extracellulaire il est bien. Ça veut dire quoi?
Veut dire j'ai quand même du sodium en extracellulaire qui garde le milieu extracellulaire pratiquement en équilibre. Hein, d'accord? Alors, ça veut dire quoi? Veut dire j'ai quand même du sodium en extracellulaire qui ramène de l'eau, bien sûr, qui aspire de l'eau du milieu intracellulaire vers l'extracellulaire. Alors ça veut dire quoi? Par contre, j'ai une natriurèse qui est élevée. Veut dire le rein, il encore perte du sodium. Ça veut dire quoi? Vas-y, j'attends vos réponses. Alors, j'attends vos réponses, mes amis. On a une perte rénale importante. Il y a une maladie qui touche le rein et en parallèle de ça, il y a une élimination importante du sodium. Comment? Vas-y. Brûlure. Pas celle-là. Regarde. Quand la natriurèse elle est plus de 20, veut dire les pertes sont rénales. D'accord? Ne sont pas extra-rénales. Par contre, quand on dit brûlure, par exemple, c'est une perte extra-rénale. Alors toujours, on trouve bon, on peut trouver les deux situations à la fois. Par contre, en général, on trouve une natriurèse inférieure à 10. D'accord? Alors, qu'est-ce que vous pensez? Vous pensez à quoi à la limite? J'ai un malade qui est en hypernatrémie, en hyperosmolarité, une déshydratation intracellulaire. Mon malade, cliniquement, il est bien. Il n'est pas en déshydratation extracellulaire. Cliniquement, il est bien. Apport excessif de quoi? Apport excessif de l'eau, apport excessif de sodium. Alors, veut dire j'ai quand même une petite quantité de sodium au niveau extracellulaire qui garde le milieu extracellulaire en euvolémie à la limite. Hein. Veut dire qu'il n'est pas tombé dans la déshydratation globale. C'est quel cas? C'est simple, c'est le diabète insipide. D'accord, c'est le diabète insipide, il n'y a pas d'ADH. Hein. Il n'y a pas d'ADH, hein. Sincèrement, il n'y a pas d'ADH, parce qu'il n'y a pas d'ADH, il n'y a pas d'ADH, alors le rein, il perd de l'eau, hein. Il perd de l'eau plus que le sodium, d'accord? Alors c'est pour ça qu'il garde certaines quantités de sodium au niveau extracellulaire pour garder l'équilibre, d'accord? Par contre, j'ai une PF, bien sûr, inférieure à 10, veut dire les pertes ici sont extra-rénales. Alors, on peut avoir ce qu'on appelle les pertes insensibles, sueur importante et tout, d'accord? Excellent. Maintenant, la troisième situation. J'ai un malade qui est en hyperhydratation extracellulaire. Ça veut dire quoi, hyperhydratation extracellulaire? Ça veut dire j'ai un sodium en quantité importante en extracellulaire. Et c'est ça qui a entraîné pas un mouvement d'eau vers l'extérieur, mais par contre un mouvement d'eau vers le milieu extracellulaire et surtout vers l'interstitium. C'est quelle situation? C'est simple. C'est dans le cas où on a un apport excessif du sodium, soit sous forme bicarbonate de sodium, soit sous forme cuillère, soit comme vous voulez. D'accord? Est-ce que c'est clair, mes amis? Si vous manquez quelque chose, n'hésitez jamais à poser ou bien bien sûr, à poser les questions. D'accord? Alors, maintenant, on passe à ce qu'on appelle les signes cliniques. Hein. Les signes cliniques, quand même, c'est important de les savoir pour qu'on savoir comment, avant de traiter, on doit à la limite connaître certains signes cliniques. Hein. Bon, à la limite, on a certaines faiblesses musculaire, surtout une altération de l'état de conscience. Hein. Et chez l'enfant, n'oublie pas quand on voit une hyperpnie, une faiblesse musculaire, un caractère difficile, puis une léthargie, voire carrément un coma, hein, mais surtout des convulsions hein, qui sont rares, mais on peut les voir en cas d'une correction très rapide, surtout en cas, quand on dit une confusion et une correction très rapide, ça veut dire quoi? Ça veut dire un œdème cérébral. Alors, attention chez l'enfant. Chez l'enfant, la perfusion excessive, hein, ou la perfusion excessive du sodium, surtout l'apport du sodium, ou bien une correction rapide d'une hypernatrémie, ça va entraîner en général, un œdème cérébral et c'est fatal. Surtout, je parle pour l'enfant. D'accord? Maintenant, le traitement. Pour le traitement, tout d'abord, le traitement doit être étiologique, hein, en premier lieu. D'accord? Et en cas d'une hypernatrémie sévère, aiguë, symptomatique chez l'adulte, hein, avec un trouble de la conscience et tout, on doit bien sûr abyssiner l'anatrémie
lentement à raison de 2 millimoles hein, par litre par heure hein, jusqu'au 145. Notre cible, c'est toujours à 145. Alors, lorsque l'hypernatrémie est ancienne, hein, la vitesse de correction ne doit pas dépasser les 10 millimoles. Hein, d'accord, attention, par jour. D'accord, pour ne pas, bien sûr, induire un œdème cérébral. Hein, et bien sûr, c'est là, bien sûr, et c'est secondaire à l'œdème cérébral. D'accord. Alors, bien sûr, pour corriger et ne pas dépasser les 10 millimoles, bien sûr, on doit calculer ce qu'on appelle la quantité de l'eau à perfuser à travers la sonde nasogastrique. Hein, la quantité s'appelle déficit en eau. On utilise bien sûr cette formule 60% fois le poids, fois le poids fois l'anatrémie sur 140, le tout moins. D'accord. Voilà. Le tout, c'est moins. D'accord. Voilà. Voilà ce qu'on appelle déficit en eau. Bien sûr, on donne la moitié en 12 heures et on donne l'autre moitié en 24 à 48 heures. D'accord? J'espère que c'est clair. Troisième cas, défaut d'élimination par néphropathie, ce jason, oui, peut-être. Hein, moi, je ne sais pas. Alors, je reparle de ça. Si j'ai un malade qui présente un trouble de la conscience avec une hypernatrémie sévère, je dois corriger, d'accord, et n'oublie jamais de baisser l'anatrémie juste de 2 millimoles par litre et par heure. Notre objectif, notre cible, c'est 145 millimoles par litre. Jamais plus de 2, d'accord? Si j'ai une hypernatrémie qu'elle est un peu, qu'elle est modérée et qu'elle n'est pas sévère et qu'elle n'associe pas trouble de la conscience et qu'elle est ancienne, je dois corriger, bien sûr, cette hypernatrémie par perfusion de l'eau, hein, bien sûr pas dans les veines, mais par contre dans la sonde nasogastrique ou bien boire carrément l'eau. Je ne dois pas baisser l'anatrémie plus de 10 millimoles hein, par litre et par jour. Hein. Pourquoi? Parce que j'ai un risque derrière cette correction rapide qui s'appelle l'œdème cérébral et bien sûr ça va se marquer cliniquement par des convulsions, surtout marquées, surtout chez l'enfant. Maintenant, j'ai un malade qui ne peut pas, qui a un problème par exemple dans l'estomac, qui a par exemple une tumeur gastrique, qui a un sténose œsophagienne, qu'il a un problème où on peut pas faire passer l'eau plate. Quand on dit l'eau plate, veut dire pas l'eau effrie ou l'eau minérale, non, c'est l'eau plate. Hein. Quand on dit l'eau plate, c'est l'eau de robinet, d'accord? L'eau de robinet, elle est vraiment pauvre de tout. Par contre, l'eau minérale, elle est riche en sodium, elle est riche en calcium, elle est riche en potassium, elle est riche en minéraux. Là, on cherche pas l'eau riche en minéraux, là, on cherche l'eau plate, ou bien l'eau qui n'est pas riche, c'est l'eau de robinet. Soit le patient, il boit l'eau, d'accord, ou bien à travers une sonde nasogastrique, hein, s'il veut pas, ou bien à travers, s'il est impossible de corriger par l'eau, hein, l'eau de robinet, on peut utiliser les sérums, hein, les sérums soit salés hypotoniques, soit, bon, en général, c'est les solutés hypotoniques, hein, soit le sérum salé hypotonique à 4,5%, soit le sérum glucosé à 2,5%, et même on peut utiliser le sérum glucosé à 5%, d'accord? Alors, quand on parle le G5%, veut dire c'est 5 grammes par litre, hein, veut dire 2,5 grammes par 500 millilitres. Quand on parle de G2,5%, veut dire c'est 25 grammes, d'accord, par litre. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire non, c'est 50. G5, c'est 50 grammes par litre. J'ai oublié, je m'excuse, d'accord. Et quand on parle de G2,5, ça veut dire bien sûr de 50 grammes par litre, G5%. G5% veut dire 5 grammes par... Voilà, c'est exactement, c'est 50 grammes. Et G2,5, c'est 25 grammes par litre, veut dire 500, on trouve 12 grammes 5 dans le flacon de sérum salé ou là de sérum glycosé à 500 cc. Voilà, ça c'est l'hypotonique. Pour le sérum glycosé à G5%, qui dit que c'est un sérum ou c'est une soluté hypotonique ou bien isotonique? Allez, je pose cette question. Est-ce que le sérum glycosé à 5% est une soluté hypotonique ou bien isotonique? J'attends vos réponses, mes amis. Les
les 80 personnes qui sont avec moi. J'attends vos réponses. C'est important aussi de connaître cette information pour pouvoir comprendre la suite. Et en parallèle, j'attends vos réponses sur le live. Par contre, on a le sérum salé hypotonique à 4,5. Qu'est-ce que ça veut dire 4,5? Ça veut dire j'ai 4 grammes, d'accord? 4 grammes par 4,5 pour 1000, hein, pas pour 100, d'accord? Pour 100, sinon ça devient hypertonique. Ça veut dire j'ai un 4,5 grammes par litre et bien sûr 2,25 pour un flacon de 500 cc. D'accord? Alors, j'attends vos réponses toujours mes amis. Est-ce que le sérum glucosé à G5% est une soluté hypotonique ou bien isotonique? J'attends toujours vos réponses. Et bien sûr, en attendant de ça, pour l'iso avec ça, merci. Et pour le sérum salé hypotonique à 4,5 pour 1000, hein, 4,5 pour 1000 veut dire j'ai 4 grammes et demi dans le L litre de, bien sûr, de cette soluté et 2,25 dans un flacon de 500 cc. D'accord? Alors, j'ai une seule réponse qui part de ISO, oui, exact. Bravo. C'est une soluté isotonique ou la iso-osmolaire. Pourquoi c'est une soluté iso-osmolaire? Parce que on a dit qu'on a litre, on a 50 grammes fois 5,5. Bon, c'est bien sûr pour convertir du gramme vers le millimole entre 278 millimoles par litre. D'accord? Et bien sûr, parce que c'est la seule soluté qu'on a, bien sûr, c'est dans ce liquide, on a juste le glucosé, alors ça donne 278 milliosmoles par litre. D'accord? Et pratiquement, c'est 280, c'est pratiquement l'osmolarité normale. Alors, dans cette situation, je peux vous dire que le sérum salé ou le sérum glucosé G5%, il devient hypotonique dans le corps humain. Pourquoi? Parce que si vous perfusez de G5, la quantité, par exemple, 1 litre par heure, par exemple, hein, cette 1 litre, elle ne va pas rester dans le milieu extracellulaire longtemps. Le glucosé qui se trouve dans ce flacon, là, dans ce liquide, il va consommer rapidement par les cellules et dans quelques minutes, vous allez trouver aucun gramme de ces 50 grammes par litre. D'accord? Alors, il va rester juste d'un liquide qui est vraiment hypotonique, qui ne contient aucune molécule. Et ça devient hypotonique. D'accord? C'est pour ça qu'il est contre-indiqué chez les malades qui présentent un traumatisme crânien sévère ou un trauma crânien récent, chez les malades qui présentent un AVC ischémique ou bien chez les malades qui présentent un trouble de la conscience d'origine inconnue, bien sûr en dehors d'une hypoglycémie. Il est contre-indiqué d'utiliser le G5 parce qu'il est très hypotonique dans le corps humain et ça va entraîner un œdème cérébral, surtout en cas AVC ischémique et traumatisme crânien. D'accord? Est-ce que c'est clair, mes amis? Je pense que oui. On a quand même 70 personnes avec nous. J'espère que vous arrivez à contrôler un petit peu la situation. Maintenant, pour le traitement. Pour le traitement, qu'est-ce qu'on a dit avant? On a parlé de 3 situations. D'une hyperosmolarité et une déshydratation intracellulaire et extracellulaire, c'est la déshydratation globale. On a parlé d'une déshydratation intracellulaire pure, hein, parce qu'en extracellulaire, on est en euvolémie. On a parlé d'une déshydratation intracellulaire et une hyperhydratation extracellulaire, si vous vous rappelez. D'accord? Excellent. Alors, le traitement va dépendre de ces 3 paramètres. Je veux dire, je choisis quoi? Le plate, le sérum salé hypotonique à 4,5 ou bien le sérum glucosé G5 ou bien 2,5. D'accord? Ou bien j'utilise l'eau potable, l'eau de robinet carrément. Alors, si j'ai un malade qui est en déshydratation globale, la forme la plus adaptée sera choisie en fonction de l'état de conscience du patient et de l'état bien sûr d'hydratation du compartiment extracellulaire. Alors en cas de déshydratation globale, il faut privilégier la correction de la volémie par l'apport de sérum salé hypotonique parce qu'on a besoin encore du sodium
D'accord? On est en déshydratation extracellulaire. En déshydratation extracellulaire, ça veut dire une perte de l'eau et de sodium. Par contre, la perte de l'eau, elle est plus importante que la perte du sodium. Alors, dans cette situation, j'ai besoin d'utiliser le sérum salé hypotonique à 4,5. C'est-à-dire, j'utilise quand même du sodium, mais des quantités vraiment fines. D'accord? Bon, la deuxième situation, en cas de déshydratation intracellulaire pure, d'accord? Quelles sont les étiologies? On a parlé de ça. Ce sont deux, les humains, diabète insipide et l'hypertension. Bon, je pense que vous vous rappelez toujours de ça. Alors, si diabète insipide et l'hypertension sensible, dans cette situation, bon, c'est simple, j'ai une hypernatrémie à 160, d'accord? J'ai un malade cliniquement, il n'est pas en déshydratation, alors c'est clair, c'est en dehors de l'étiologie. Hein. Dans cette situation, il faut apporter de l'eau pure, d'accord? C'est de l'eau pure, je veux dire ni sodium, ni glucosé, surtout à travers la sonde nasogastrique, et bien sûr, et éviter, voire jamais, la voie veineuse, d'accord? Très bien. Maintenant, en cas d'une hyperhydratation une déshydratation intracellulaire, une hyperhydratation extracellulaire, ça veut dire quoi? Bien sûr, ça convient à utiliser les diurétiques pour éliminer l'eau qui existe dans le milieu extracellulaire et en parallèle, utiliser de soluté hypotonique G5% ou bien G2,5% ou bien l'eau par, bien sûr, l'eau plate par la sonde nasogastrique ou la boire carrément. D'accord? Alors, ici, dans la déshydratation globale, j'utilise le sérum salé à 4,5, hypotonique à 4,5. En cas de déshydratation intracellulaire pure, j'utilise l'eau plate, d'accord? Et éviter la voie veineuse. Et si j'ai une déshydratation intracellulaire avec une hyperhydratation extracellulaire, j'utilise bien sûr soit le soluté hypotonique G5%, bien G2,5%, ou bien l'eau plate Peros. En parallèle, je utilise l'Azilix, un diurétique, pour éliminer l'eau extracellulaire. Est-ce que c'est clair, mes amis? Toujours, bien sûr, cette correction doit dépendre de deux lois. 1. Selon l'état de conscience du patient, d'accord? S'il est comateux, je dois bien sûr, bien sûr, en parallèle de ça, je dois calculer le déficit hydrique, il est à combien, d'accord? En utilisant une formule qu'on a déjà vue. Je perfuse la première quantité en 12 heures et la moitié, la première moitié en 12 heures et deuxième moitié en 24 à 48 heures. Alors, et toujours à condition, si le malade il est comateux ou trouble de la conscience ou bien présente trouble de la conscience, la diminution de la natrémie ne doit pas dépasser 2 millimoles par litre et par heure. D'accord? C'est important. Par contre, si l'hypernatrémie elle est tolérable, mon malade il est conscient, coopérant, elle est ancienne cette hypernatrémie, ici je ne dois pas dépasser les 10 millimoles dans les premières 24 heures. Je veux dire, je fais baisser, j'utilise bien sûr le sérum, l'eau potable et le sérum hypotonique à condition de ne pas baisser la natrémie plus de 10 millimoles par rapport au chiffre initial, bien sûr, et mon objectif c'est toujours le 145. D'accord? Tout ça pour éliminer ou là pour éviter la complication la plus redoutable, surtout chez l'enfant, c'est l'œdème cérébral. D'accord? Je pense qu'on a fini, mes amis. C'est ça, approximativement. C'est approximativement le traitement de l'hypernatrémie. J'espère que c'est clair. Bien sûr, je vous invite à lire certains articles, plusieurs articles de cette hypernatrémie et l'hyponatrémie qu'on avait déjà avant. Bien sûr, pour mieux comprendre, pour mieux manipuler le traitement et pour mieux, bien sûr, savoir les étiologies. Yatikum Saha, merci à vous. Si vous avez des questions, n'hésitez jamais. On est toujours à votre disposition. Yatikum Saha. Et bonne nuit.